Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme. On va faire le débrief de la dernière manche des challenges de Majorque, le Trofeo Palma. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans cette journée et puis les conséquences de cette journée avec le top et flop. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course, qui vous avez trouvé en forme, qui vous avez trouvé plutôt en difficulté. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux quand vous mettez toutes les notifications, parce que là en plus en ce moment on va avoir pas mal de vidéos cette semaine-là qui va arriver, avec notamment le Saudi Tour et l'étoile de Bessèges. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0 sur Spotify, TikTok également, même si en ce moment c'est calme. Toujours pas d'internet, donc des conditions pour regarder la course un petit peu difficiles du côté de ce Trofeo Palma. On a eu une journée, enfin une journée pour sprinter. C'est vrai que les étapes précédentes avaient été un petit peu compliquées, les manches précédentes avaient été un petit peu compliquées, avec une semaine où les conditions climatiques n'ont pas été top. C'est vrai que le temps n'a pas vraiment gâté les coureurs, il a fait très froid, on a même dû modifier certains parcours, donc c'était pas forcément évident au niveau du temps, et les sprinters étaient un peu dans une situation où pour la plupart ils avaient 2 jours potentiels pour faire des sprints, et le reste de la semaine ça a été très compliqué pour eux, et les sprinters ils se sont retrouvés parfois dans des situations très difficiles, et le temps n'a pas aidé forcément. Un sprint houleux à cause d'un circuit final qui était très dangereux et en plus inintéressant. Mais sur cette semaine, on va dire, on a eu 2 arrivées. Les 2 arrivées pour sprinter étaient quand même des arrivées très très difficiles et beaucoup trop techniques. On va parler encore organisation. Ça n'a pas été une semaine top, je trouve, en termes d'organisation de course. On a eu beaucoup d'arrivées techniques. Alors quand c'est en montée, je dirais que c'est pas top, mais ça passe. Quand on est dans des situations où potentiellement on peut avoir des sprints, là ça m'énerve un peu plus. Jeudi par exemple, l'arrivée est vraiment immonde, et là encore aujourd'hui, hier plutôt, le circuit final de ce Trofeo Palma, il n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'au niveau visuel, on passe pas pour des coins jolis pour être spectateur, donc ça met absolument pas en valeur la région de Majorque. Au niveau spectateur, il y avait des spectateurs que sur un tout petit bout du circuit. Vraiment, les spectateurs n'étaient absolument pas répartis sur les 4 km du circuit. Le circuit était très court, il faisait 4 km. Et ensuite, on avait 2 épingles. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, si vous n'avez pas vu la course, c'est comme si on avait pris la promenade des Anglais et qu'on faisait des allers-retours sur la promenade des Anglais à Nice. C'était à peu près ça le circuit, mais en moins beau que Nice. Donc c'était vraiment pas intéressant pour les coureurs. Et on avait une magnifique épingle à 1 km de l'arrivée, épingle qui était extrêmement resserrée, et ce qui fait que le sprint se jouait là. Celui qui passait en tête au moment de l'épingle, il avait quand même de grandes chances de gagner le sprint. Donc on aurait pu arriver directement, on n'était pas obligé de faire ce petit circuit un petit peu ridicule, je trouve. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté de cette dernière journée des challenges de Majorque, premier coureur au top, c'est Ethan Verman. Alors autant on a peu vu la Soudal Quick-Step sur ses courses, ça n'a pas toujours été fabuleux ce qu'a proposé la Soudal Quick-Step. Autant là hier, le train mis en place autour d'Ethan Verman était vraiment excellent, et surtout Sénéchal qui a fait un énorme travail avant l'épingle et après l'épingle, juste à la relance, ce qui permet d'étirer le groupe, et ce qui permet à ensuite Ballerini de faire un gros travail. Ballerini, il a dû faire au moins, je pense bien 500-600 mètres en tête de peloton. Sénéchal, il a fait également un gros travail parce qu'il fait au moins 1,5 km. Donc ça montre que ces 2 coureurs-là, ils sont en forme, et c'est important parce qu'on n'est qu'à 1 mois de Umlout et Niesblad, donc il faut se préparer, il faut commencer à se montrer avec un petit peu de conditions physiques. Et puis ensuite Verman, derrière, oui, il fait une démonstration. Verman, il est un peu sur le même profil que Guilherme, je dirais. C'est pas forcément un pur sprinter Verman,
mais c'est un coureur carrément de très belle qualité, qui a une très belle vitesse au sprint. Peut-être plus rapide au sprint même que Guilhermet. La différence est qu'il passe peut-être un peu moins bien les bosses que Guilhermet, mais il les passe quand même sacrément bien. Et moi je pense que c'est un profil de coureur qui est performant sur les classiques flandriennes. On va le voir hein, cette année sur les flandriennes Vermont. Je pense qu'il va faire sacrément du bon boulot. Ça fait partie des bons coureurs qu'on a repérés l'année dernière, hein, Vermont. Et sur les profils comme ça, il y a une nouvelle génération quand même qui arrive, qui est très très intéressante, et Vermont en fait partie. Et en plus, quand vous êtes emmené à la perfection par Sénéchal et Ballerini, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est vrai que Sénéchal a fait du très très bon boulot et Ballerini également sur ce final de course. Donc ça a plutôt très très bien marché pour les deux. On poursuit avec Van de Paar, le Belge de la Lotto Destiny. Beau sprint, c'était sur lui qu'on avait misé parce que j'avais un petit doute avant de regarder la start list. Vous savez, j'aime bien regarder, essayer d'avoir la start list avant de regarder la course. Et c'est vrai que j'avais vu, il y avait Guarnieri, alors je m'étais dit, Guarnieri, pourquoi pas pour un sprint. Et puis Van de Paar a fait un super sprint, champion U23 de Belgique, hein, déjà dans sa carrière, Van de Paar, et qui, Jarné Van de Paar, eh bien, qui a fait un super sprint pour son premier jour de course chez les professionnels, lui qui a passé 4 ans du côté de la Lotto Soudal U23. Et bien là, ça s'est bien passé. Deuxième jour de course, chez les professionnels. Il avait fait le Trofeo Salines Alcudia. Là, il a fait vraiment du bon boulot. Troisième de cette course. Je rappelle, champion de Belgique U23 sur route en 2022. Deux fois troisième sur des étapes de la course cycliste de Solidarnosc et des champions olympiques, également 6e d'une étape du Tour de Normandie, ça c'était en 2019, et pas mal de courses voilà, chez les espoirs, dans les catégories espoirs. Il a mis du temps avant de sortir de ces catégories espoirs, il est arrivé très jeune aussi, en 2019, donc il avait 19 ans, à peine 19 ans, 18-19 ans quand il est arrivé à la Lotto Soudal 23, il faut réussir à se montrer. 7e du Grote Prijs, Rick Van Looy également l'année dernière. Et 5e de Kemel Corsu, il a fait également, je crois, top 3. 4e de Kurn Bruxelles Kurn Junior, c'était en 2018. Et 7e du GPE3. Donc là aussi, coureur qui peut être très intéressant sur ce type de course. Il est dans sa première saison chez les professionnels, donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est intéressant, et on en parlait avec Arnaud Delis, je crois, il y a quelques jours. Mais c'était des coureurs qui n'arrivaient plus à attirer vraiment l'Auto Soudal. Et surtout, la formation ces dernières années n'avait pas été en grande réussite. Du côté de la Lotto Soudal, ça fait du bien de revoir des coureurs qui viennent de l'équipe U23 performer, et ça va être encore plus facile vu que l'équipe U23 cette année va rejoindre l'échelon continental, alors que jusqu'à maintenant c'était une équipe amateur. Donc là aussi ça va être intéressant. Et Jarné Van de Paar, très beau résultat, 3e place sur un sprint qui n'était pas facile et où on a peu vu les Lotto Destiny en plus dans le final, donc c'était pas forcément idéal pour lui. Donc il s'est bien positionné, bien joué de sa part. Je termine avec Axel Zinglet, très bonne semaine d'Axel Zinglet, 9e encore. Voilà, ça a été le coureur le plus régulier sur ces 5 jours du côté des Challenges de Majorque. S'il y avait eu un classement général du côté de ces Challenges de Majorque, je pense qu'Axel Zinglet l'aurait peut-être remporté. Il va ensuite aller sur le Tour de Man, ça c'est son prochain objectif, ça sera donc à partir du 11 février. Et puis ensuite le Omloop Etniusblad, Tirreno. Toutes les classiques belges seront à son programme. Le Trobro Léon également pour Axel Zinglet. Et puis l'objectif Tour de France au mois de juillet, ça sera un peu plus tard. Coureur qui a une très bonne pointe de vitesse, qui est très performant, voilà, qui est passé notamment par le CC Etup. 5e du Trofeo Calvia, 4e du Trofeo Cesc Salines. Il n'avait pas participé au Trofeo Andrax, mais 12e à Serra de Tramontana, 9e au Trofeo Palma. Bon, c'est compliqué de faire mieux. Il manque juste la victoire en fait pour Axel Zinglet sur ce début de saison. Mais sinon, il a été très performant sur des terrains en plus, très différents, et sur des terrains où on s'attendait peut-être pas à le voir à ce niveau-là.
notamment sur le Trofeo Calvia avec 3000 mètres de dénivelé positif. Il s'en est extrêmement bien sorti. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite de sa saison. Il devrait faire l'Amstel notamment. C'est un coureur sur lequel je pense qu'il faudra compter sur l'Amstel Gold Race. Il va faire beaucoup de classiques dans sa saison. Dans tout ce qui est prévu, voilà, il y a énormément de classiques de prévus dans la saison du coureur français. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Nasser Boigny, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour Nasser, nouvelle chute, trauma crânien, des examens sont en cours au niveau des côtes, parce qu'il se plaignait des côtes, mais forcément c'est pas l'idéal. Deuxième jour de course après la reprise, il tombe, grosse chute en plus, trauma crânien, on sait que c'est le temps de retour, il peut être vraiment... c'est différent entre deux types de coureurs, entre des types de traumas crâniens. Il y a des mecs qui reviennent au bout de 10-15 jours sans séquelles. Il y a des coureurs qui mettent 3 mois, 4 mois avant de revenir vraiment à la pleine possession de leurs moyens. Et parfois, c'est quasiment impossible de retrouver la pleine possession de ses moyens. C'est un nouveau coup dur pour Nasser. Il en a quand même eu pas mal là, ces derniers temps dans sa carrière à Nasser Boigny. Pas mal de problèmes dans sa carrière. Là, la chute... je sais pas si c'est de sa faute parce que là, il n'y a pas de caméra hélico. Enfin, moi, j'ai pas vu de caméra hélico. Mais oui, on peut quand même se dire que vu ce qu'il a eu dans sa carrière, il était déjà pas extrêmement bien placé dans le peloton parce que la chute est plutôt dans la deuxième partie de peloton. Surtout du côté de Nasser Boigny, quand vous avez une chute, vous avez peut-être une appréhension et vous allez avoir tendance à freiner plus facilement. Et parfois, quand on freine, on fait des soleils ou voilà, ce genre de choses. On veut tellement pas prendre de risques que parfois on fait des écarts sans le faire exprès. Enfin, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour Nasser. Encore une fois, parce que déjà un trauma crânien, c'est pas une bonne nouvelle, et qu'encore plus quand c'est votre deuxième jour de course de la saison et que vous n'aviez peut-être pas encore récupéré l'entièreté de vos moyens. Donc c'est vraiment pas top pour Nasser Boigny. Oui, ça fait depuis quelques temps que c'est pas top pour le coureur français, et ça c'est bien triste parce que c'est quand même l'un des meilleurs sprinteurs français encore aujourd'hui. Aolar Orluis, le Vénézuélien de l'équipe Cara Rural. Pourquoi ? Parce qu'il finit très loin. C'est quand même un sprinter de base. Il s'en sort bien en Amérique du Sud. C'est un sprinter qui passe en plus un peu les bosses, normalement. Et depuis le début de saison, on le voit quand même souvent distancé. Alors peut-être un début de saison pas facile. Le fait de courir en janvier, c'est pas évident. On en avait déjà parlé parce que je l'ai déjà mis dans les flops, je crois, sur une autre course de ces challenges de Majorque. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais là ça fait quand même au moins 10 jours qu'il est arrivé en Europe. Bon, l'acclimatation, ça commence à plus vraiment être une excuse. Donc soit c'est un début de saison, on n'a peut-être pas assez bossé. C'est vrai que comme c'est un coureur qui vient d'Amérique du Sud, parfois les équipes ont du mal à surveiller l'entraînement des coureurs pendant l'intersaison. Donc est-ce que c'est un manque un peu de travail pendant l'intersaison qui fait qu'il se retrouve en difficulté là, mais c'est quand même pas l'idéal. Pour son équipe, déjà Cara Rural, qui est quand même trop discrète par rapport à Euskaltel et Burgos. Ça c'est clair et net, même si là vous avez Pavel, un Tchèque qui est Daniel Babor, pas du tout Pavel, qui fait 8e. Mais c'est sûr qu'ils se sont moins montrés qu'à Euskaltel et Burgos. On sait qu'il y a quand même la course à l'invitation en Vuelta. Ça aurait été bien de se montrer un peu plus aux avant-postes. Ça aurait été quand même très intéressant. Et puis on poursuit et on termine même avec ce dernier coureur et cette dernière équipe qui a Intermarché. Alors autant Guilherme il fait 2, c'est pas une contre-performance. Par contre, il est très très mal emmené. Ils sont devant très tôt dans le circuit final. Ils consomment beaucoup d'énergie à vouloir contrôler dans ce circuit final. Donc là, je sais pas trop quel était l'intérêt à ce moment-là parce qu'ils mangent beaucoup de vent alors que à 30-35 bornes de l'arrivée, même avant de rentrer sur le circuit, il n'y avait pas forcément d'intérêt à manger autant de vent à ce moment-là de la course.
Donc là, j'ai pas trop compris pourquoi pourquoi ils voulaient vraiment autant revenir sur l'échappée et pourquoi ils étaient un petit peu seuls à faire le travail. Et puis dans le final, c'est forcément des éléments qui te manquent et Guilhermet, il se retrouve vraiment après l'épingle et il est tout seul. Et surtout, il est encore pas très bien emmené. Au moment de l'épingle, il est en 10e position. Il n'est pas suffisamment bien placé. Alors il finit 3e parce qu'il remonte bien. Mais c'est quand même pas l'idéal pour Guilhermet. Donc ça serait bien que du côté d'Intermarché, on se règle au niveau du sprint, au niveau du train, autour de Guilhermet. Alors peut-être aussi qu'il a manqué chez Intermarché, c'est Adrien Petit qui est absent. Et c'est vrai qu'il est important autour de Bignam dans l'équipe Intermarché. Mais on espère que cette formation va réussir à se régler. Parce que bon, il y a d'autres sprinteurs dans l'équipe, notamment Bonifacio. Ça serait triste que Bonifacio, notamment, n'ait pas une équipe qui soit bien en place autour de lui. Donc on va voir comment ça va se passer pour Intermarché. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'autour de Guilhermet, c'était vraiment pas l'idéal. C'était pas bien placé pour le moment dans cette équipe belge. Et c'est dommage parce que bon, ils ont eu des très bons résultats, et ça c'est clair et net. Mais au niveau des sprints, pour le moment, je trouve qu'autour de Guilhermet, ça bosse pas très bien. Donc ça serait bien de également améliorer ce travail-là autour de Bignam Guilhermet. Pour l'Espagne, ça sera le Tour de la Communauté de Valence. Je ne sais pas encore si je ferai un débrief étape par étape tous les soirs ou si on fera un débrief complet. Parce que le fait de ne pas avoir de connexion internet fixe, c'est quand même un problème pour moi. Mais sinon, on fera un débrief complet donc le lundi ou le mardi qui suit cette course. Et puis, voilà, il y a d'autres terrains en ce moment, le Tour d'Arabie Saoudite, l'Étoile de Bessèges également. Il y aura la présentation de l'Étoile de Bessèges et le Tour de la Communauté de Valence. Ça sera ce soir ou demain. Ce soir, il va y avoir beaucoup de vidéos en ligne, donc je vous préviens. Vraiment, activez la petite cloche parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont être mises en ligne. L'actualité fait qu'il y a beaucoup d'actualités cyclistes en ce moment et beaucoup de courses à débriefer. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao.